Tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début. 2,21 gigawatts. Mon Dieu! Qu'est-ce que tu préfères, le Jedi ou l'Empire contre-attaque? L'Empire. Blasphème. Le monde se divise en deux catégories. Bah c'est quoi un gigawatt? Cinéma! Cinéma! Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Les géants américains de l'internet ont beau nier à l'unisson, le scandale prend de l'ampleur. Ok, c'est bon, t'as réussi ton jeté de dés, donc maintenant tu peux jeter ton dé. Allons-y, finissons-en. Ouais, maman, il faut que je sois au lit à 9h30. Toi, tu creuses. Tu as Et bonjour à tous, évidemment c'est toujours dans ces moments-là que ça foire, je me demandais s'il allait boucler ou pas, et non. Donc on est le lundi 13 septembre 2021, je suis à Bruxelles, et j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à participer dans le chat, hein, ne soyez pas timide, il n'y a pas de souci, je mords pas. Et si vous écoutez cette émission a posteriori sur Facebook ou sur YouTube, n'hésitez pas à mettre les pouces bleus et autres partages, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter aussi. C'est avec plaisir que j'interagirai avec vous, ou que d'autres d'ailleurs. Voilà, ça ouvre un débat et c'est assez intéressant. Alors aujourd'hui, dans cette revue de presse, nous allons voir l'histoire du métaverse. En tout cas, c'est comme ça que c'est appelé maintenant dans la Silicon Valley. Ça a eu plein de noms, hein. D'ailleurs on en parlera sans doute. Et donc le métaverse, et c'est le paradis artificiel selon Saint-Zuck. Saint Zuckerberg, hein, évidemment, c'est le patron de Facebook pour ceux qui ne savent pas. C'est un article qui vient d'Arrêt sur Image. Arrêt sur Image qui est un site de critique des médias, notamment. Mais il y a aussi toute une partie un peu plus culturelle. Et notamment, c'est le cas de cet article écrit par Thibaut Prévost. Et notamment, ça fait partie de la... on va dire catégorie des articles clic gauche, donc je suppose que c'est voilà Internet vu de la gauche. En tout cas, c'est intéressant à mon avis de lire cet article parce que c'est vrai que bon, ça fait longtemps qu'on nous annonce ce genre de choses, notamment avec j'ai un trou de mémoire, comment il s'appelait l'espèce de MMO Second Life, voilà. Second Life à l'époque, où les gens se vendaient des appartements virtuels, ça ressemblait à rien, des œuvres et des trucs. Ça revient d'ailleurs avec les œuvres virtuelles, maintenant avec la blockchain. Il y a des choses comme ça qui vont se faire. C'est vrai que c'est un fantasme geek depuis très longtemps. Il y a alors un fantasme, on s'entend, hein, c'est l'histoire de Cyberpunk, de la Matrice. Dans Matrice, bah, ça devient un cauchemar, évidemment, puisqu'on fait croire aux gens qui sont dans la réalité. Il y a plein de films qui l'ont utilisé, et voilà, plus ou moins bien. Et surtout, plein de bouquins. Alors attention à ne pas confondre réalité virtuelle et... j'ai un trou de mémoire, mais la réalité superposée, ça va me revenir. Mais le fait qu'il y a une seconde réalité affichée au-dessus de notre réalité. C'est deux choses différentes, même s'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'en rapprocher. J'ai un trou de mémoire, comment ça? Réalité augmentée, voilà, exactement. Donc voilà, la réalité augmentée, c'est encore autre chose. Mais je pense que là, à mon avis, on parle des deux, donc on va voir ce qu'il en est. Ah, tiens. Merci Dimension Brumeuse, j'espère que tu vas bien. Et c'est totalement un fantasme de mon côté, la Matrice. C'est vrai qu'il y a un fantasme à partir du moment où on a lu des bouquins de Cyberpunk, on a joué surtout à Cyberpunk, etc. Alors je parle notamment du jeu de rôle, hein, évidemment le Cyberpunk de l'année dernière aussi, mais c'est pas la même chose. C'est vrai que c'est un vrai fantasme, et en même temps ça peut être un cauchemar, voilà. Donc faut voir ce qu'on en fait, faut voir ce qui est possible de faire. C'est vrai que on peut imaginer une réalité augmentée magnifique avec des gens qui structurent de manière artistique toute notre réalité tout autour, et on peut rendre le monde super beau, comme on peut en faire une gigantesque bannière de pub, et là ça devient un cauchemar. Donc il faut voir, ou de contrôle social, pub, contrôle social et autres. Donc voilà, je vous propose de lire l'article, et n'hésitez pas à réagir en fonction. Donc voilà, donc c'est le métaverse, le paradis artificiel,
entre parenthèses artificielle, selon Saint-Zuc. Univers de tous les possibles ou enfer baudrillien. Hop, alors c'est un article réservé aux abonnés. Je conseille que trop de s'abonner à Arrêt sur Image. Là, je vous fais partager mon abonnement, mais le principe, c'est quand même de s'abonner. C'est pas très cher, je sais plus combien c'est par mois. Il y a même un prix moins cher pour les chômeurs, tous ceux qui ont des difficultés à payer, etc. Et c'est un sacré travail qu'ils font, mine de rien, au jour le jour. Voilà. Ready Player One, je pense qu'on va en parler à mon avis dans l'article de Ready Player One parce que c'est vraiment le principe même de la réalité virtuelle qui se substitue à notre réalité, quoi. Voilà. Allez. Méta quoi? Métaverse. Contraction de méta-univers, la promesse d'une simulation géante, d'un quotidien immergé dans le virtuel qui tombe à pic après 1 an et demi de privation sociale. Thibaut Prévost nous promène dans le dernier fantasme du fondateur de Facebook. Donc Thibaut Prévost, c'est l'auteur de l'article. Donc je suppose que ça, c'est la rédaction qui a écrit le petit chapeau au-dessus de l'article. Donc allons directement dans l'article, je pense que c'est la meilleure solution. Mark Zuckerberg, j'espère que vous m'entendez bien, hein, n'hésitez pas à me prévenir si jamais il y a le moindre problème. Mark Zuckerberg est un être à part parmi les multimilliardaires de la technologie. Alors que ses petits camarades, visiblement inquiets, à juste titre, de l'avenir de la planète, prévoient à leur manière la fin du monde en s'achetant des bunkers grand luxe en Nouvelle-Zélande, en s'entraînant à la sortie d'urgence en orbite, voire en s'imaginant régner sur Mars, entre parenthèses, dans l'absence d'atmosphère respirable, dont l'absence d'atmosphère respirable est pondérée par une séduisante absence d'administration fiscale. On sent l'ironie derrière, je pense, de l'auteur de l'article, mais c'est vrai que c'est... Bon, voilà. Son eschatologie à lui, pour sauver le futur, s'appelle le métaverse. En français, métaverse, et parfois réalité étendue, mais ça vend vachement moins. Méta quoi? Métaverse, contraction de méta-univers. La promesse d'une simulation géante, d'un quotidien immergé dans le virtuel qui tombe à pic après 1 an et demi de privation sociale. Fin juin, il a d'abord annoncé à ses employés que le nouvel objectif à moyen terme, sous 5 ans, était de faire prendre vie au métaverse. Dans la foulée, les investisseurs ont été prévenus, puis les journalistes, via une interview au magazine tech britannique The Verge, dans laquelle l'énigmatique patron parle de sa vision en termes vagues, nous assurant que les 3 lignes... Non, nous assurons toutes les 3 lignes que tout ne serait plus jamais comme avant. Internet, les réseaux sociaux, la société tout entière, tout va basculer dans le métaverse. Et tant pis pour les pisse-froids, comme ces gauchistes de Weird, Ars Technica ou Libé, qui remarquent que l'annonce intervient pile au moment où Facebook est accusé par le président Biden de tuer des gens. Alors c'est quoi cette histoire? Ça me dit rien ça. Alors entre parenthèses, je suppose c'est une précision, en refusant de modérer plus fermement les contenus anti-vax et conspirationnistes américains. Ouais, donc ok. Et il voit un contre-feu allumé par le top management de la multinationale pour adoucir sa réputation de destructeur de démocratie et remettre un peu de paillettes dans nos yeux. C'est vrai que on va dire la Silicon Valley dans son ensemble quelque part essaye de nous mettre des paillettes, de nous faire rêver sur Mars, sur la matrice, etc. pour un peu masquer la réalité sociale et environnementale qu'est la nôtre. C'est peut-être ça qu'on s'appelle le métaverse ultime en fait. Hein. On nous fait croire des choses à travers les médias et autre chose peut-être. En fait, on ne voit plus réellement la réalité. On est peut-être déjà dans la matrice. Je bois un coup, ça fait du bien. Voilà. Alors, métaverse, alors ça c'est le Google Trends de métaverse, donc le nombre de fois où il y a une recherche sur Google de ce terme-là. Alors, donc on voit que ça augmente, puis ça redescend, puis ça remonte. À mon avis, selon les annonces de Google. Alors, 1 mois plus tard, les actes suivent. Le 21 août, Facebook a dévoilé Horizon Workrooms, la première brique à l'édifice. Une salle de réunion en réalité virtuelle, accessible via son casque Oculus Quest,
pour que les cadres supérieurs du monde entier puissent retrouver, tranquillement assis chez eux, l'ambiance inimitable des heures passées à pourrir sur place pendant une présentation PowerPoint de résultats financiers trimestriels. The Verge a testé et approuvé, menant la conférence de presse du patron directement dans les limbes virtuelles. Prosternons-nous devant l'avatar inexpressif de Saint-Zuc, le futur du tertiaire et du journalisme s'écrit devant nos yeux. Mouais, répond la presse tech. Pas plus exalté que ça. Dans le Washington Post, une chronique merveilleusement passive-agressive qualifie même toute l'entreprise de stupide. C'est vrai que si c'est juste à transposer, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de le faire dans un espèce de, je sais pas, de décor un peu à la Wii U ou quelque chose comme ça. Je suis pas sûr que ça soit très utile et déjà que effectivement les réunions ça peut être super chiant si en plus on peut pas lire sur les visages, on peut pas se rattacher à quelque chose, je pense que ça va être vite et dur. Par contre, imaginons que on peut faire la réunion sur le bord d'une plage et on voit les gens comme s'ils étaient là-bas. Pourquoi pas? Bon, ça c'est une histoire, c'est un peu un fantasme, mais pourquoi pas, hein, le côté très très réaliste de la réalité virtuelle pourrait être intéressante. Maintenant, ce serait faire oublier justement le côté le côté de la réalité, et donc la réalité ne pourrait ne plus être du tout travaillée, et on pourrait vivre dans une sorte d'univers virtuel fantasmé. Mais bon, on va voir. Alors ça, c'est son avatar. Donc il y a quand même... mais je sais pas comment... Faudrait voir comment il réagit, est-ce qu'il sourit, etc. Donc ça serait l'avatar de Mark Zuckerberg dans le podcast. Je pense en réunion, mais je pense pas que ce soit ça quand même. Je pense pas qu'on soit sur quelque chose de ce type-là. Alors, ne croyez pas pour autant que le métaverse soit le dernier concept sorti des usines à disruption de la Silicon Valley. Si vous lisez de la SF, vous savez de quoi je parle. Le mot arrive directement de l'an de grâce 1992, ou 92 pour les Français qui m'écoutent, sous la plume de l'écrivain cyberpunk Neil Stephenson. Le samouraï virtuel, le métaverse, le méta-univers contracté en métaverse, c'est l'alter ego virtuel du monde physique. On s'y balade sous la forme d'avatar, et tout, vraiment tout est possible, puisque programmable en code informatique. Concrètement, si Internet, la réalité virtuelle et les jeux massivement multijoueurs, entre parenthèses GTA, World of Warcraft ou l'immense EVE Online couchés ensemble, on aurait le métaverse. Ouais, d'accord, c'est différents types, ok. Pourquoi pas? Un peu à la Ready Player One, hein, comme tu disais, dimension primeuse. Grâce à des combinaisons haptiques, alors entre parenthèses, haptiques, ça veut dire qui permettent de ressentir physiquement l'expérience virtuelle, ou des technologies encore inconnues, donc c'était plugué directement dans la colonne vertébrale, dans le système nerveux, on ne sait jamais. Nous pourrions interagir avec ce monde exactement comme notre corps physique interagit avec notre réel en 4 dimensions. Alors là, il y a une petite citation, mais je pense qu'on va la retrouver plus tard. Au cinéma, le métaverse est presque toujours une dystopie, quand ce n'est pas tout simplement une prison. Ce qui est vrai, oui. Alors, mieux, nous pourrions évoluer dans une galaxie de mondes simulés où certaines contraintes du réel n'existent plus. La gravité, par exemple. Un univers parallèle de tous les possibles. S'enthousiasmer le monde plus tôt cet été. Pour les moins nerds, un enfer baudrillien, une hyper-réalité. Entre parenthèses, que le cinéaste Kenji Matsuda illustrait parfaitement avec un court-métrage éponyme. Alors on va regarder ce que c'est ce court-métrage. On va voir. Alors ouais, mais on va se faire striker direct. Alors je peux mettre le lien du court-métrage que vous pourrez regarder. Hop. Après la revue de presse. Mais bon, si c'est japonais, à mon avis, ça doit valoir son détour. À vue de nez, ça ressemble à un truc japonais. Ah, peut-être. Ah, si, c'est des voitures japonaises, ça. Je sais pas. En tout cas, c'est une grande ville. Hein, voilà. Et puis, c'est un nom japonais, non? Keiichi Matsuda, sans doute.
Où les règles de la publicité saturent l'espace des perceptions jusqu'à la crise d'angoisse. Ouais, voilà. Bah là, on voit un peu mieux l'image. Ah, je sais pas. En même temps, c'est une mégalopole du futur où tout est mélangé et on ne sait pas réellement où on est, hein, finalement. Ah oui, je vais vous mettre le lien de l'article, au cas où ça vous intéresse aussi, dans le chat. Voilà. Alors, depuis 30 ans, sans compter l'improbable et visionnaire Simulacron 3, adapté à l'écran en 1973 par Rainer Werner Fassbinder. Donc par Fassbinder, oui c'est bizarre. Généralement on dit juste Fassbinder, c'est pour ça que j'ai mis un moment à capter que c'était lui. Le métaverse, alors ça j'ai jamais vu ça, ce truc-là. Simulacron 3. Je sais pas si vous l'avez vu dans le chat, mais je vais regarder un peu. On va regarder un peu ce que c'est ça. Alors c'est quoi ça? On se regarde le trailer, ça dure 1 minute 32. Avec un peu de chance, on va pas se faire striker par celui-là. Allez, on y va. Nur eins, Herr Rupp. Herr Rupp. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Ihren Lesern gelegentlich den Unterschied zwischen einem Computer und unserem Simulationsmodell nahebringen würden. Es handelt sich um eine völlig neue Generation in der Computertechnologie. Und wem nützt sie? Uns allen, wenn es nach mir geht. Ich interessiere mich wirklich sehr für Simulacron. Stimmt das, dass Sie damit eine künstliche Welt gebaut haben? Welt ist ein bisschen übertrieben. Eigeninteresse. Vergessen Sie alles, was Sie bisher erlebt haben. Ouais, donc c'est Simulacron 3. C'est du Fassbinder. Bon, bah, de toute façon, c'est de la SF des années 70. Dans les années 70, on faisait quand même des trucs super barrés et super intéressants. Et effectivement, on a beaucoup réfléchi sur la réalité, sur ce qu'était le monde, etc. à l'époque, donc ça m'étonne pas. Après, je ne savais pas que Fassbinder avait fait ça comme film, et j'espère le voir bientôt. Comme ça, je pourrais vous dire ce que j'en ai pensé. Je sais pas s'il y en a dans le chat, s'il y en a qui l'ont vu ou pas. Alors... Ouais, effectivement, ce son psyché du futur des années 70, c'est vraiment ça. Mais il y a quelque chose, je pense, hein. Il y a vraiment... Ça reste, hein, je crois que même maintenant encore, on utilise ce genre de son encore un peu bizarre. Alors, le cinéma le décline sous plusieurs aspects. Noir et métaphysique, entre parenthèses Matrix, Dark City, Johnny Mnemonic, Strange Day, Devs, ça me dit rien ça comme film. Je vois bien les autres, pas de souci. D'ailleurs, si vous les avez pas vus, regardez-les, hein, ça vaut le coup. Mais Devs, ça me dit rien. Surréaliste, Existence Z, Inception. Alors j'ai plus de mal avec... Alors faudrait que je revoie Existence Z, mais moi j'avoue qu'à l'époque, j'avais pas vraiment apprécié cette vision quelque part de la réalité virtuelle. Mais faudrait que je le revoie, peut-être que j'étais un jeune con à l'époque. C'est pas impossible. Et Inception, moi je trouve que c'est dommage, ça manque d'imagination en fait, bizarrement comme film. Mais bon, c'est pas le débat du jour. Voire strictement ludique. Même si c'est un bon film, hein, dans l'absolu, c'est chouette et c'est original pour une fois, etc. Donc je vais pas cracher dessus, mais je trouve que ça manquait d'imagination dans les rêves, notamment. Si on compare avec l'Imaginarium du Dr Parnassus de Terry Gilliam, par exemple, bah voilà, là il y a de l'imagination, quoi. Il y a moins de moyens, mais il y a de l'imagination, ça vaut le coup. Et strictement, alors voire strictement ludique, les Tron, Ready Player One ou le récent Free Guys. Alors je sais pas si Free Guy plutôt, qui est au cinéma à l'heure actuelle.
je crois que c'est un personnage qui se rend compte qu'il est un personnage et qui essaye de sortir. Alors c'est marrant parce que le Lego Movie, j'ai l'impression que c'est à peu près le même principe. Mais bon, je me trompe peut-être. À voir. Une constante cependant, le métaverse est presque toujours une dystopie, quand ce n'est pas tout simplement une prison, dans laquelle nos héros se battent pour leur liberté contre de sombres entités démiurges. Dans la version originale de Stephenson, et dans la plus pure veine cyberpunk, le métaverse est partiellement contrôlé par des corporations géantes qui ont remplacé les États dans cet avenir au néolibéralisme achevé, et le code informatique fait loi, réjouissant. C'est vrai que généralement, voilà, Ready Player One, c'est une entreprise, un mec, et quelque part, c'est lui qui fournit au monde entier sa drogue, quoi. Le métaverse est donc, aux yeux des cinéastes et romanciers qui lui ont donné vie, un concept profondément inquiétant, qui menace les fondations des sociétés démocratiques. Mais la boussole morale de la Silicon Valley étant détraquée depuis longtemps, on ne s'étonnera pas, le moins du monde, qu'une armée de PDG de la tech, incapable de détourner les yeux d'un fantasme de simulation totale, fasse tout pour lui donner vie. Dans le sillage de Zuckerberg, d'autres Avengers du virtuel se rallient progressivement à la cause. Il faut bâtir le métaverse coûte que coûte. Alors, entre parenthèses. Par contre, je ne suis pas d'accord. Dark City n'était pas un métaverse. Le monde est physiquement modifié par les hommes en noir. Alors, j'avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas vu Dark City, mais d'après mes souvenirs, en fait, ils sont dans une espèce de réalité construite par ordinateur. Alors, mais j'ai plus le souvenir. À la base, je crois que c'est une nouvelle de. J'allais dire Philippe Cadic, mais je crois pas. Où en fait c'est des programmes qui se rendent... C'est pour ça qu'ils peuvent pas sortir de la ville, parce qu'en fait c'est la partie simulée. Donc d'après mes souvenirs, si, Dark City c'est du métaverse, mais par des personnages qui ne savent pas qu'ils sont dans un métaverse. Ah, dans le film pas du tout. D'accord, bah alors je mélange la nouvelle et le film, mais il y a bien l'histoire de sortir et de sortir de la ville et d'aller sur la partie balnéaire, etc. Il n'y a pas un truc comme ça, moi Faudrait que je le revoie, j'avoue. Faudrait que je le revoie. Parce que pour moi, c'était lié à... En fait, c'est une simulation. C'est des gens qui sont dans une simulation, ils ne le savent pas. Comme Matrix. Alors, c'est un astéroïde dans l'espace dont l'architecture est modifiée par les hommes en noir. Et la sortie est une illusion. Ah, d'accord. Donc en fait c'est un univers réel et mais qui est façonné pour que les gens ne se rendent pas compte que du monde dans lequel ils vivent, quoi. Ok, il faudrait que je le revoie, vraiment. Bah Dark City, prochain coup. Ça se trouve ils ont fait ça pour changer de la nouvelle en fait. Voilà, il y a une chance. Ok, bah faut que je le revoie. Voilà. En tout cas, moi j'avais bien aimé, alors je me souviens plus effectivement de la fin, mais j'avais bien aimé l'esthétique. Il y avait plein de choses intéressantes dans ce film. Voilà. Alors, il faut bâtir le... Attendez, je prends un petit coup d'eau. Alors, Microsoft et ses jumeaux numériques, le studio Niantic, qui, imperméable à tout trac, vend son projet en commençant par le métaverse est un cauchemar dystopique, construisons une meilleure réalité. D'accord. Le fabricant de cartes graphiques Nvidia qui propose son Omniverse. Les géants du monde virtuel à monter soi-même Roblox et Minecraft. Ouais. Epic Games, le studio derrière Fortnite qui expérimente déjà un proto-métaverse. Tous se ruent à l'assaut de cet Everest technique pour faire partie du successeur d'Internet. Alors là, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées. Je suis pas sûr d'adhérer complètement à ce qu'il a raconté là. Déjà, Roblox et Minecraft, effectivement, c'est des jeux... c'est des plateformes. Minecraft, c'est un jeu qui permet de construire ce qu'on veut, et notamment d'autres jeux, on va dire ça comme ça. Roblox, c'est vraiment une plateforme qui permet à des gens de créer des jeux de tout style, qui à la base, d'ailleurs, c'était assez orienté pour les enfants, mais tout le monde peut y participer. Donc oui, c'est pas vraiment... Oui, d'accord, il y a une sorte d'avatar, mais... Ouais, d'accord, je suis d'accord avec toi, c'est un peu bloubli-boulga, un peu orienté, oui, là je crois qu'il y a un gros mélange de beaucoup de choses,
Alors Niantic, je vois pas ce que c'est. C'est quoi Niantic, par contre? Hop. Ça vous dit quelque chose? Je vois pas, je vais chercher. Ça me dit quelque chose hein, comme nom, mais je vois plus. Toc 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 toc. Alors, c'est une entreprise de jeux vidéo. C'est pour ça que ça me dit quelque chose. C'est une filiale. Ça a été créé comme une filiale de Google. Et elle est connue pour avoir développé... Ah oui, Pokémon Go, voilà, c'est pour ça que ça me disait quelque chose. Voilà, oui, merci. Merci, voilà. Voilà, exactement. Ouais, bah c'est de la réalité augmentée, mais ouais, c'est un peu... Là, c'est un peu genre, je parle de choses que je connais pas, parce que c'est un gros mélange de plein de choses différentes. Alors, le Omniverse de Nvidia, c'est quoi ça? Non plus, je vois pas exactement ce que c'est. Regardons. Alors... Donc oui, Niantic, c'est la boîte de production de jeux vidéo qui a sorti Pokémon Go, et Pokémon Go, c'est un jeu avec une réalité augmentée, c'est-à-dire qu'avec son téléphone, on peut essayer de trouver des Pokémon et les capturer, etc. Et ça, c'est par-dessus la réalité. Alors, Omniverse, Nvidia plutôt. Alors ça, c'est quoi? Alors, Omniverse, plateforme développeur, plateforme pour collaboration virtuelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, Nvidia. Alors, je suis sur le site d'Nvidia, hein, donc là, c'est eux qui le disent. Nvidia Omniverse est une plateforme ouverte spécialement conçue pour la collaboration virtuelle et les simulations en temps réel à haute précision physique. Les workflows de visualisation utilisés par les créateurs, les concepteurs et les ingénieurs du monde entier sont transformés à mesure que les utilisateurs et les équipes créatives y intègrent des outils de conception, de ressources et des projets complexes pour mener des itérations collaboratives au sein d'un espace virtuel partagé. Ok. Alors, attendez, je vais regarder ce que c'est. Hop. Ok. Ouais, je crois que j'avais vu un peu ça. Voilà. Bon, bah, on regardera ce que c'est. On regardera. Oui, oui, je me souviens d'ailleurs, il y avait une histoire Ouais. Ok. Mais bon, voilà. En tout cas, ça, c'est des développements techniques pour... Ouais. Alors, Dimension Brumeuse qui me dit, et Harry Potter, tous leurs jeux fonctionnent sur la même base. C'est un cloud... Ah oui, donc Omniverse, c'est un cloud de travail en somme, ouais, voilà. Dans lequel ils peuvent assembler plein de choses, et c'est autour de la réalité virtuelle, voilà. Ok, mais ça n'en fait pas une dystopie. Donc là, je trouve que dans l'article, là, c'est un peu un mélange de beaucoup de choses. Évidemment, je veux dire, tous les cas de réalité virtuelle, ça fait pas mal de temps qu'on travaille autour, et c'est normal qu'il y ait plein de choses à droite à gauche. Donc, malheur au vaincu, donc malheur à celui qui n'arrivera pas à faire partie de ce successeur d'Internet, ou comme on peut le lire encore plus clairement dans l'IB, entre parenthèses, pas le porte-voix zélé de la Startup Nation, fermez la parenthèse, oui, d'accord. Il est urgent de rentrer dans le game, sans quoi la France se dissoudra dans un Moyen-Âge technologique éternel. Compris, jeune disrupteur, tout ça est un jeu, mais un jeu à gagner absolument. Ok, ça me fait penser à ce dont je parlais, Second Life, dans lequel, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais il y avait des gens qui achetaient des apparts super chers, etc. Bah voilà, Internet et on va dire toutes les nouvelles technologies, il y a tout le temps des bulles comme ça qui se créent autour de certains trucs. Voilà, mais bon, on va voir. On va voir. Alors, et il va en falloir de l'innovation pour arriver au métaverse. Pardon, au métaverse. D'accord, bon là il met la majuscule et sur l'accent, etc. pour le faire de la manière anglaise, américaine quoi. Comme l'explique Andrew Bosworth, responsable de la nouvelle division Reality Labs de Facebook, créée pour l'occasion, pour parvenir à notre version du métaverse, nous devons construire le tissu conjonctif entre ces espaces pour abolir les limites de la physique. En gros, oublier qu'on porte un casque virtuel et une combinaison haptique sur son canapé pour devenir notre avatar de licorne ailée qui galope en orbite de Saturne.
Et tout ça, rappelons-le, en 5 ans, pour respecter la vision du Zuck. Mais alors, à quelle distance se trouve-t-on d'un métaverse fonctionnel? Cette question floue, le chercheur Matthew Ball, Matthew Ball, je sais pas pourquoi ça m'a fait rigoler, bon, se l'est posé exhaustivement en juin dernier avec une série d'articles passionnants sur l'état de l'art de la technique. Et concrètement, on se trouve à la fois proche et très loin du fantasme du Zuck plutôt, et de ses copains. Alors je vais copier le lien, je vais vous le mettre dans... Alors, c'est en anglais, ça a l'air intéressant, effectivement. Donc, je ne vais pas le lire maintenant, mais je vous partage le lien si vous voulez aller plus loin. Voilà. Alors, on reprend la suite de la lecture. Alors, si, il y a quand même beaucoup de choses à dire là-dessus, en fait, c'est ça qui est compliqué. Mais bon, on va continuer à lire l'article, et puis après, on échangera un petit peu sur ce qu'on pense, parce que là, sinon, je m'arrête toutes les lignes. Alors, proche, car plusieurs briques techniques importantes sont déjà là. Réalité virtuelle embryonnaire, crypto-monnaie, NFT. Ah, c'est le NFT dont je parlais tout à l'heure, côté des œuvres virtuelles, etc., œuvres d'art virtuelles. 5G, je suppose que c'est pour la vitesse de connexion. Puissance de calcul, simulation massive regroupant des milliers d'avatars simultanément. À ce stade, une économie du métaverse fonctionnel est à portée de rêve. La même sérénade depuis environ 35 ans, rappelle Weird, donc c'est le journal, je précise. Celle d'une révolution jusque-là au coin de la rue. Mais qui n'arrive jamais. N'en déplaise aux théoriciens de l'économie politique, une place d'échange ne suffit pas à faire émerger un monde. Et nous sommes loin d'atteindre ce mouvement symbiotique où le virtuel devient indissociable du réel. En 2001, ça fait maintenant 7 ans qu'Oculus et ses casques de réalité virtuelle, rachetés par Facebook en 2014, doivent changer le monde. Aujourd'hui, après des milliards de dollars d'investissement, le dernier né de la firme, l'Oculus Quest 2, donne toujours le mal de mer à une large proportion d'utilisateurs. Passer des jours entiers dans le métaverse, c'est pas pour demain. Alors, certes, mais franchement, pour avoir des retours de copains qui ont l'Oculus Quest 2, c'est quand même une grosse claque. On peut quand même passer du temps dessus. Il y a plein de petites choses intéressantes qu'on peut faire avec, et surtout, je sais pas, il parlait dernièrement de Skyrim en virtuel, et que c'était vraiment, vraiment kiffant. Donc je pense que, certes, on n'en est pas encore, et c'est pas du tout démocratique, hein, ça reste très cher, je crois que c'est à 350 € un Quest 2. Donc ça reste cher, mais c'est pas non plus les 1000 € qu'il fallait à une époque pour avoir le matériel. Et surtout, il n'y a pas besoin d'une bête de course pour profiter en tout cas des premiers trucs de réalité virtuelle. Il y avait, alors je sais plus qui, celui qui a fait les Visiteurs du Futur, j'ai un trou de mémoire, un réalisateur, qui parlait que justement avec le Quest, il utilisait une petite application qui est rigolote, sur lequel en fait on peut se balader de salle de cinéma en salle de cinéma virtuelle, et en fait les gens créent leur salle de cinéma et projettent un film, et on peut interagir, on peut écrire des choses, etc. Et donc se faire une séance de cinéma à plusieurs dans un univers virtuel. Ça paraît complètement absurde. Alors certes, avec le confinement, ça a rehaussé un peu l'intérêt, mais d'un autre côté, ce côté switcher de salle en salle et voir des ambiances différentes, des gens regarder tel ou tel film, etc., je trouve ça... et ne pas être tout seul finalement à regarder un film, je trouve ça intéressant. Voilà, mais bon, peu importe, mais on touche effectivement quelque part un peu cet univers, ce que pourrait être cet univers virtuel. Alors, au fond, peu importe. Oui, merci, Dimension Brumeuse, c'est François Descraques, voilà. Des Visiteurs du Futur. Très, très chouette gars d'ailleurs. Au fond, peu importe. Au rythme accélérationniste de l'innovation et à grand renfort de lois de Wright, la question de la faisabilité technique du métaverse rêvé par les oligarques de la donnée n'aura un jour plus d'importance. Fantasmé par des PDG aux fortunes incommensurables, conçu par des hordes d'ingénieurs bercés aux salades transhumanistes, cet espace finira bien par voir le jour.
Bah, le problème, en fait, le gros problème, c'est si cet univers est watermarké et, par Microsoft, Facebook ou autre, ça revient à privatiser Internet comme le fait Facebook dans son univers. Et donc là, c'est là où se pose le souci. Ben voilà. Bon, on va pas- c'est ça aussi. Et ce, malgré les réticences initiales de la majorité des gens, qui tend à préférer le monde réel à ses ersatz, mais le consentement, ça se fabrique, nous souffle Chomsky. Ouais. Ce qui risque de sacrément compter, en revanche, c'est de formuler le plus tôt possible une critique politique de ce monde en gestation, qui risque de se rendre trop rapidement incontournable pour contester la gouvernance. Comme le web social ou l'internet mobile, ces mondes virtuels devenus hégémoniques, gouvernés et autorégulés par quelques oligopoles. Bah, en fait, c'est le problème de... comment ça s'appelle? Il y a Dimension qui dit: «Ouh là, c'est très subjectif comme article». Oui, bah, surtout, je trouve que, alors ça défend pas bien là où ça devrait défendre, parce qu'en fait, le véritable problème, c'est une privatisation d'internet. C'est, comment on appelle ça déjà? Le fait de pas, ouvrir les canaux à tous les services, mais à seulement, ceux choisis par l'opérateur. J'ai un trou de mémoire. Euh, Microsoft avait essayé de faire ça. D'ailleurs, à un moment, le fait de de pouvoir faire fonctionner des programmes, que des programmes validés par une instance extérieure pour que ça puisse fonctionner sur un Windows, par exemple, fait que le logiciel libre en prend un coup, puisqu'il faut payer une licence finalement pour pouvoir faire fonctionner un logiciel libre, donc ça devient compliqué. C'est tous ces systèmes-là qui... Non, alors c'est pas Twitter. Euh, Ah, ça me reviendra, c'est pas grave. Mais toujours est-il que, en fait, le problème, c'est la privatisation du net. Le net a été construit quelque part de manière très libre. Euh, Justement, elle n'est pas dépendante des serveurs et des réseaux, puisque c'est une ramification. Donc, s'il y a un truc qui tombe, l'autre peut continuer à fonctionner, etc. Euh, mais certaines parties du net se retrouvent privatisées. Facebook et tous les réseaux sociaux d'ailleurs, c'est une privatisation quelque part d'Internet. Et le problème, c'est que des gens croient que Facebook, c'est Internet ou d'autres réseaux sociaux de cette manière-là. Donc, d'ailleurs, je vous conseille d'installer la dernière version de Firefox. Alors non, c'est pas les DRM non plus. C'est comment on appelle ça? Le fait que sur un réseau, un opérateur n'a pas le droit de privilégier YouTube ou Netflix par rapport à un petit site qui diffuserait ses vidéos de la même façon. Donc mais je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire. Donc c'est pas les DRM. DRM, c'est les Digital Right Management, donc c'est le fait que c'est protéger les données qui sont envoyées, notamment au niveau des vidéos, quoi. Donc vérifier si tu as bien le droit de lire telle ou telle vidéo, c'est utilisé par tous les gros sites de streaming vidéo comme Netflix et autres. Mais je me suis perdu dans ce que j'ai d'expliquer, c'est pas grave. Donc réellement, le vrai problème, c'est la privatisation d'Internet, en fait. C'est vraiment ça le souci. Alors ça, c'est une image assez rigolote. Je suppose qu'elle est là pour faire peur, en fait. Après, il y a un côté chouette, hein. Moi, je suis pas contre. Alors, il y a le problème de l'énergie que ça consomme, il y a le problème de la fabrication des appareils, c'est un tout autre débat. Mais bon, voilà, je suis pas là-dessus. Mais et c'est vrai que cette course en avant, elle peut paraître complètement absurde vis-à-vis du problème climatique qu'on a. Mais bon, chaque débat, là pour l'instant, on va parler de la vision de Zuckerberg et du métaverse. Un instant, c'est quoi un instant? Dimension brumeuse qui me demande un instant. Ah, tu veux rester sur la page ou Ah, cette image est surtout fausse, il me semble. Tu penses que cette image, c'est une fausse image? Alors là, ça serait pas une vraie image? Bon, en même temps, c'est les Oculus.
Ça doit être ça doit être les Quest lors d'une démonstration à des journalistes ou quelque chose comme ça, à mon avis. Je vois pas en quoi ça pourrait être faux. Je veux dire, Facebook a tout à fait les moyens de fournir à, je sais pas moi, à 300 journalistes un Oculus pour faire sa pub, etc. Ah, d'accord, c'est pas celle-ci. Voilà. Ouais, par contre, le commentaire, le roi Zouk parcourant ces terres virtuelles, ça c'est un peu n'importe quoi. Mais bon. Donc ouais, ça doit être lors du premier, ça doit être autour de l'Oculus, Oculus, ou je sais pas comment on le dit d'ailleurs, en 2016. Donc ça date déjà en plus comme système. Parce qu'effectivement, pour ceux qui savent pas, le Quest, on n'a plus besoin de le brancher à un ordinateur. C'est ça aussi qui est assez intéressant. Alors, heureusement, du côté de la presse tech, la technolatrie a fait long feu et le déterminisme technologique des PDG californiens, qui tentent de faire passer leur projet politique pour une mutation naturelle du progrès, ne passe plus. L'enjeu, rappelle les camarades néo-ludites de Wired, c'est de parvenir à expulser les monopoles de la tech, avant même qu'ils n'entrent dans le métaverse, histoire qu'ils ne nous fassent pas le coup une énième fois. Entre parenthèses, de Gutenberg au métaverse, l'histoire des technologies de l'information est une litanie de monopoles, nous rappelait en 2019 Félix Traeger dans son irremplaçable Contre-histoire d'Internet. Alors ça, je connais pas. J'irai lire. Je vais le garder de côté et j'irai lire ça. Peut-être qu'on pourra le lire ensemble d'ailleurs. Une future lecture. Il est quelle heure? Il est 13h48. Il faut que je me dépêche parce que je recommence à bosser à 15h. À 14h. L'enjeu, c'est d'anticiper les marginalités, d'entretenir un anticapitalisme du virtuel, en même temps qu'on dresse le portrait robot du danger à venir. Ça tombe bien, d'autres nous ont devancés. L'émergence des premières simulations à grande échelle à l'aube du XXIe siècle, comme Second Life, a défriché le terrain de la critique sociale et politique. Outre-Atlantique, un philosophe de l'informatique comme Jaron Lanier, on va dire ça comme ça, pionnier de la réalité virtuelle, alerte depuis 20 ans au sujet des autocrates cybernétiques tapis dans l'ombre des simulations immersives. On sait. D'accord. Ça pourrait être intéressant. Second Life 10 ans après le phénomène. Mais je sais pas quand ça a commencé, Second Life. Je sais plus. C'est un truc qu'on pourra lire peut-être. Alors, il est tentant, écrit le Financial Times, de comparer les GAFAM au monopole des télécoms des années 90, en pleine baston pour dominer sans partage la terra incognita du World Wide Web. 30 ans plus tard, une nouvelle frontière apparaît à l'horizon, et le péril a simplement changé de visage. Il faut donc les combattre, eux et leur vision du virtuel en silo, leur obsession pour les environnements propriétaires, fermés, spécifiques, eux et leur gestion centralisée, panoptique, eux et leur business model entre blitzkrieg économique et politique de la terre brûlée, qui ne connaît que le monopole comme horizon et la dystopie comme imaginaire. Ne pas reproduire l'erreur tragique commise avec Internet, cet immense champ des possibles inauguré par des idéalistes du partage, est devenu, en à peine 30 ans, un territoire balkanisé, un espace de surveillance constante à la signalétique autoritaire, un échappatoire consumériste où l'utilisateur est à la fois cible publicitaire, force de production et matière première. Alors, Alors, c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire attention, parce que si on privatise Internet, et effectivement, il y a une recherche de monopole, etc. et tout. Maintenant, je souscris pas exactement à sa vision d'Internet actuelle. Le problème, c'est qu'effectivement, les gens utilisant des terminaux de ce type-là, un téléphone portable par exemple, utilisant des accès comme Facebook pour accéder au reste du net, etc. Voilà, c'est ça le danger en fait. Mais Internet est génial, il y a des choses fantastiques qui s'y créent aussi, etc. Il ne faut pas limiter Internet à seulement Facebook, Google et autres. Je reprends le Loveboat qui s'est fait pendant le confinement. C'était une expérience fantastique qui était possible que à travers
que à travers Internet. Voilà. Alors après, oui, c'était sur un logiciel propriétaire. Oui, c'était avec tout ce que ça peut comporter. D'ailleurs, Discord a tendance à bien vendre ses données, etc. Mais c'est aux États et à nos législations de faire en sorte de réguler tout ça, quoi. Effectivement, nous, petits, au milieu de tout ça, on peut difficilement se battre et c'est compliqué de sortir de ça. J'utilise bien Twitch, qui appartient à une multinationale, avec tout ce que ça peut comporter. Donc voilà, mais je suis pas sûr de bien comprendre. Bah voilà. Alors, il faut contempler le vide absolu de la vision de Mark Zuckerberg, son idéalisme productiviste, entre parenthèses, rien n'existe au-delà de l'entreprise, qui ne poursuit pas d'autre but que sa rentabilité. Pour parvenir à une conclusion simple, le métaverse n'est pas un projet technique, c'est une programmatique d'accélération des inégalités. Une manière de conclure la transfusion néolibérale du pouvoir public vers le privé, vers le virtuel, pendant que la réalité pourrit lentement à l'extérieur. Et de faire emménager des légions de pauvres dans le paradis privé, où le soleil artificiel brille en permanence et où l'intention se convertit en monnaie. Il n'y a plus de double, on est toujours déjà dans l'autre monde, qui n'en est plus un autre, prophétisait Jean Baudrillard dans Simulacre et Simulation. La simulation est infranchissable, indépassable, mate, sans extériorité, sans marge, sans frontières, sans contour, sans issue. Ouais. Bah oui, mais c'est marrant parce que on dirait qu'il a pas ingéré finalement les lectures et les films dont il parle. Parce que effectivement, c'est ça qu'il faut craindre, que Mark Zuckerberg essaye de faire ça. Bah, c'est un peu le principe. C'est comme on dit à une société privée qu'elle n'a pas le droit de faire du profit. Bah si, elle va essayer de faire ça. Et les GAFAM en plus sont porteurs d'une idéologie. Véritablement, il y a le transhumanisme, il y a toute une série de choses, et donc c'est une idéologie qu'ils essayent de mettre en place. S'il n'y a pas de contre-pouvoir, elles le feront. Voilà, c'est ça. Effectivement, il faut faire attention, mais c'est pas juste le métaverse, c'est l'entièreté de leur structure de la société qu'il faut combattre. Donc je sais pas, oui, mais c'est pas juste le métaverse, c'est l'entièreté. Zuckerberg voit Facebook comme l'alpha et l'oméga d'une vie, il essaye de faire ça, quoi. Un peu le principe. Donc voilà. Merci, Dimension Brimeuse, parce que carrément. Voilà. En tout cas, article intéressant, parce que moi, j'avais pas trop suivi les dernières déclarations de Zuckerberg, donc c'est déjà une chose intéressante. Ça rappelle pas mal de choses. Maintenant, je trouve que... En fait, ça me rappelle... Alors, je vais faire une digression, et je suis désolé si jamais Thibaut Prévost écoute ce que je raconte. Je suis désolé, c'est pas dirigé contre lui, parce que je le connais pas, et je peux pas préjuger de ce qu'il sait et de ce qu'il a réussi à faire transmettre dans son article. Mais ça me rappelle... alors, rien à voir. C'est un bouquin qui s'appelait « Les possibilités du Nil » de Houellebecq. Et moi, j'avais lu aucun Houellebecq. Et je me suis dit, bon, quand il s'est sorti, tout le monde disait « Ouais, c'est génial, ça fait penser à du Kadik. » Tout le monde. Une certaine intelligentsia littéraire disait ça. C'est de la SF, c'est super intéressant, etc. Et donc, je me suis dit, bon, je vais commencer par lire du Houellebecq par celui-là, puisque, a priori, c'est dans mes cordes, c'est dans les choses que j'aime bien. Je l'ai lu. J'ai eu l'impression de lire un sous Bukowski, un sous... Je dirais même pas, ça serait une honte de dire que c'était un sous Philippe Cadic. C'est même plus... là, à ce niveau-là, c'est même pas... c'est un Philippe Cadic qui écrit Le temps d'un café sur un coin de table, quoi. En tout cas, c'était indigent. J'ai trouvé le livre vraiment indigent, même pas intéressant au niveau littérature, quoi. Et avec un espèce de côté Bukowski provocateur sexuel et autres, mais qui n'avait pas le talent de Bukowski pour le faire, donc ça savait pas. Et j'ai trouvé aucun intérêt. Et je me suis dit, mais pourquoi il parle de ça ? En fait, parce que pour eux, la SF, c'est ça. Pour eux, c'est... ils ne la connaissent pas suffisamment, en fait. Et donc, tout d'un coup, quand il y a un auteur, on va dire, classique, ça colle bien avec ce que je pense de Houellebecq. Quand un auteur dit classique s'amuse à faire de la SF, tout d'un coup, mais c'est génial, alors qu'en fait, ça a été 10 fois fait
en SF. Et que là, bah, l'auteur n'y apporte absolument rien, quoi. C'est dramatique. Et là, même pas. C'était indigent. J'ai trouvé que c'était indigent, la possibilité d'une île. Alors bon, je t'en lirai peut-être un autre une autre fois pour me faire une idée concrète, mais franchement, la possibilité d'une île, si vous aimez la SF, ne lisez pas ce livre, ça ne vous amènera à rien. Voilà, voilà. Au-delà de la personnalité de Houellebecq, il y a encore un autre débat, hein. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était chouette. C'est chouette d'avoir cet échange parce que ça permet de pas être tout seul dans mon coin à lire. On se retrouve, alors je sais pas, peut-être, je pense pas jeudi parce que j'ai plein de trucs à faire, donc ça sera sans doute vendredi pour une lecture. Alors, j'avais commencé un peu à regarder ce que je pourrais faire. Je vais voir. Toc toc toc, qu'est-ce que j'avais trouvé déjà? Ah oui, j'avais envie de faire, je sais pas si ça vous dit. En tout cas, si jamais je le fais pas, je vous conseille de le lire. C'est le Bourgeois Gaze. C'est un article qu'on trouve sur Frustration. Alors Frustration, c'est assez intéressant comme magazine en ligne, on va dire ça comme ça. Et notamment, ils ont fait sur le cinéma, le monde perçu à travers les lunettes déformantes de la bourgeoisie, notamment dans les films sociaux, etc. Donc, je trouvais que c'était intéressant et je serais curieux de le lire avec vous. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne semaine, puisqu'on est lundi. Et puis, on se retrouve à tout bientôt. Ciao, ciao. Merci et à la prochaine. Est-ce que je me mets un peu de musique pour terminer? Non. Ciao, ciao. See you, ouais.